première question, messieurs. À quel besoin est-ce que l'organisation Agile répond? Peut-être on peut commencer par Stéphane? Pour moi, l'organisation Agile, ce qu'on essaye de répondre, c'est de mieux servir. Je travaille beaucoup avec des entreprises qui travaillent avec un côté business, un côté TI. C'est comment mieux servir notre côté affaires avec des solutions qui rencontrent leurs besoins d'une façon la plus rapide et efficace possible. Donc, idéalement, on regarde comment on travaille ensemble. Une fois qu'on regarde, on détermine qu'est-ce qu'on peut améliorer. On part des projets autour de ça, puis on essaye d'améliorer quelque chose à travers notre projet. On regarde, on mesure, est-ce qu'on a atteint ce qu'on a voulu, et puis on continue à partir de là. Pour moi, c'est un cycle. C'est de répondre aux besoins des affaires. OK, merci dans le contexte actuel. Merci beaucoup. Oui, pour faire du pouce sur ce que tu dis, et essentiellement faire face à la complexité grandissante qu'on observe aujourd'hui, qu'on vit aujourd'hui, il veut pas. Les besoins des clients évoluent rapidement, le marché évolue rapidement, et puis prendre 1 mois ou 2 mois pour prendre le besoin, l'analyser, le décortiquer et finalement le coder, le tester, le mettre en production, du moins dans le domaine de l'informatique, est un risque énorme. Je suis pas d'accord. Non. On m'a dit qu'il faut débattre, non? Ouais, non je fais des farces. Deuxième question, c'est dur de ne pas répéter. Pauvre Étienne, tu passes 4e de ne pas répéter, mais on a alignement TI affaires que tu as mentionné. C'est encore dommage de voir que les TI sont considérés des fois comme des postes de dépenses puis que ne sont pas des véritables leviers pour amener les organisations ailleurs d'un point de vue affaires. Les temps de cycle sont ridicules. Les temps de cycle du moment que qu'un agent d'affaires a une idée, a un besoin, qu'il faut que quelque chose change dans la business sur son marché complexe et volatile, le temps que ça devienne une opportunité, un dossier d'affaires, une architecture, un projet, le temps de cycle est pour moi ridicule. Donc, pour moi, l'entreprise agile ou le pourquoi de faire de l'agilité en grande entreprise est de chercher à réduire ce temps de cycle-là. Dans peut-être un autre ordre d'idée, on pourrait penser aussi qu'une organisation agile est capable de s'adapter rapidement à son contexte et de ne pas se figer à travers des titres, mais plutôt de travailler au niveau des rôles et de travailler sur la fluidité organisationnelle. Donc, on a des nouveaux défis. Est-ce qu'on peut refaire les équipes rapidement, refaire les rôles pour pouvoir répondre à ces changements? Donc, on parle d'adaptivité, mais au niveau entreprise. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au Québec, je pense qu'il y a une recherche qui dit qu'il y a juste 0,001% des entreprises qui sont agiles, mais en Europe, il y a beaucoup plus d'entreprises qui sont agiles que dans notre contexte nord-américain. Oui, puis en même temps, il ne faut pas oublier la première valeur de l'agilité, donc les individus et les interactions. Donc, afin d'avoir des environnements où on valorise l'individu, surtout dans notre domaine, encore une fois, où ce sont des individus intelligents, motivés, qui veulent réussir, qui ont un engagement au départ, et de maintenir ce niveau de passion et d'enthousiasme de travail. L'agilité, je pense, dans l'organisation, permet aux individus de garder ce niveau d'engagement pour la livraison de solutions. Puis aussi, ce qu'on essaye de faire à travers ça, encore une fois, c'est le fun, on fait tout du pouce l'un sur l'autre, c'est de créer un flow. Parce qu'on a beau avoir beaucoup de bonnes têtes en entreprise, on a beau avoir beaucoup d'employés motivés, mais si on leur donne trop de travail, si on n'a pas une bonne gestion du flow de leur travail, le monde sont trop éparpillés. Puis à cause que le monde sont trop éparpillés, on se demande pourquoi on n'est pas capable de livrer nos projets. Il y a une délicieuse ironie dans ça qu'il faut adresser des problèmes de flow à travers ça. Il faut augmenter l'appropriation que des membres d'équipe peuvent faire de leur projet. OK. J'aimerais aussi ramener la conversation au niveau de l'organisation agile. Hein? Donc, OK. Merci. C'est là que Puis plus on monte en organisation agile, plus le lean vient complémenter. Hein. On a parlé de flow, j'ai parlé de temps de cycle. Dans la catégorie de collaboration puis des individus, je m'en souviens, j'avais suivi un cours avec les Popendiek, c'est 2005, ça date déjà, ce cours-là. Elle dit si tu traces ta chaîne de valeur de bout à l'autre de l'organisation, là, vraiment from concept to cash, du besoin à sa livraison, bien, tu peux être sûr que les sources de gaspillage vont être à la frontière de chacun des directions, de chacun des départements, de chacune des équipes. Fait que cette notion de flow-là, mais organisationnelle, parce que quand on la regarde trop au niveau des équipes, on sous-optimise, on crée plein de super petites équipes, mais qui, globalement, n'arrivent pas à être fluides ensemble. Donc, elle est là, pour moi, l'agilité organisationnelle. Pour rebondir sur Popendiek, mais aussi sur la gestion de la complexité, là, comme disait Éric,
une organisation agile doit être capable de créer, de travailler au niveau de ses visions stratégiques. On sert à quoi finalement en tant qu'organisation? Moi, je serais bien surpris de poser la question à la salle, qui connaît les valeurs stratégiques de son entreprise? Tu sais, qui connaît les 4 piliers stratégiques de l'entreprise? Là? Tu sais, ouais. Tu sais, souvent... Teamwork. Ouais, mais c'est déjà surprenant de savoir que, dans le fond, on met beaucoup d'emphase sur ces valeurs stratégiques au niveau comité de direction, mais dans le fond, il n'y a personne qui s'en rappelle. Donc, une entreprise agile, dans le fond, c'est qu'on s'en rappelle de nos valeurs, on s'en rappelle à quoi qu'elle sert, c'est cette vision stratégique, et on est capable de créer un alignement et de l'autonomie pour répondre à ces valeurs stratégiques. Donc, une organisation agile travaille sur des aspects qui, dans une organisation traditionnelle, sont la plupart du temps évacués. Merci. Dernière intervention avant d'aller à Olivier. Puis, idéalement, je trouve que dans une organisation agile, on sait pourquoi on fait nos projets. Il y a tellement d'entreprises avec lesquelles j'ai travaillé, que j'ai coaché, qu'on fait des projets parce qu'on fait des projets. Mais comment ce projet-là répond à un besoin d'entreprise? On ne peut pas tout le temps répondre à cette question-là. Comment est-ce que ça répond à un objectif annuel? Comment est-ce que ça répond à quelque chose de stratégique pour l'entreprise? On fait des projets pour faire des projets des fois. Pourquoi l'Europe a plus de facilité à être agile qu'au Québec? Moi, j'ai fait un mandat chez France Télécom et non. Non? OK. Moi, j'ai travaillé chez Informatique Banque Populaire, qui est l'équivalent de la Caisse populaire des Jardins, mais encore plus gros puis encore plus traditionnel. Et aussi ING Direct. Donc, c'est peut-être c'est des clients privilégiés, mais eux ont vraiment fait une transition agile majeure. Pour Informatique Banque Populaire, on avait 8 coachs à temps plein. Mais quand même pour une organisation je pense, c'est 20-30 000 personnes. Mais on avait aussi une équipe une vingtaine de facilitateurs et 5 trainers Scrum, Culture Agile, et aussi un énorme plan de communication. Donc, et chez ING, c'était aussi important en termes d'efforts. Moi, je pense qu'en Europe, il y a un aspect que les Européens le savent d'une certaine façon, que leur droit du travail, leur situation compétitive dans le monde descend. Et je pense qu'il y a un sentiment d'urgence beaucoup plus imprégné en Europe pour que, justement, il y ait des grandes initiatives de transformation. Donc, il y a des exemples, par exemple, par exemple, la Freebox, là, il y a des compétiteurs qui sont arrivés de nulle part et qui ont pratiquement détruit la télécommunication, le secteur de la télécommunication en Europe, qui était Orange, SFR. Toutes ces entreprises-là, ils se sont complètement vus chavirer par un compétiteur destructif là, à la Uber. Okay. Donc, c'est probablement ce qui risque d'arriver à, mettons, notre milieu bancaire, financier, assurance qu'on connaît. Moi, je suis de la région de Québec, donc on a beaucoup de clients dans l'assurance. Quand on entend que des Google, des Amazon vont se lancer dans des services bancaires, assurément, ils vont amener le marché à une autre vitesse. Là. Donc, puis ce sentiment d'urgence-là, un changement profond comme ça reste la clé. C'est sûr que les organisations, quand le comptable a la clé dans la porte, tout d'un coup, l'envie de changer devient juste plus fort. Fait que on sent, je pense que tranquillement, le mouvement vers un peu plus même de transformation top-down, de transformation massive, là, on le sent sur le marché. Merci beaucoup. Donc, M. Olivier? Merci Guy Larochelle. Comment travailler avec les contraintes des syndicats, rôles et responsabilités trop encadrés? Je peux peut-être le prendre, celle-là, étant à Québec, étant dans le ministériel, ça fait quelques années que j'accompagne dans les ministères, puis pour être bien candide, j'ai toujours pas eu mon premier grief. OK? Puis c'est vrai que c'est une crainte qu'on a depuis le jour 1 que je fais de l'agile en gouvernemental. On se dit tout le temps, le grief s'en vient. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va être bousculé. Puis, les problématiques que je vis en milieu syndiqué sont pas différentes de problématiques que je vis en grande entreprise non syndiquée. C'est-à-dire que les gens sont spécialisés dans un rôle, que ce soit renforcé par de la syndicalisation. Ça me crée pas plus de résistance que quelqu'un qui est spécialisé. Même s'il n'était pas syndiqué, il est spécialisé. Puis, as-tu envie de devenir un généraliste spécialiste, par exemple? Pas nécessairement. Ceci étant dit, une chose à faire est assurément d'impliquer
la structure syndicale dans la gestion de changement, donc qu'ils comprennent bien où est-ce qu'on s'en va, donc qu'ils soient partie prenante. J'ai vu les gens se cacher beaucoup derrière des règles syndicales qui ne sont pas les vraies bonnes. Quand on épluche les conventions, on voit que dans les faits, la posture de généraliste spécialiste est là. Donc, il y a beaucoup je dirais, de mythes ou d'incompréhension par rapport à ça, mais personnellement, ça n'a jamais été le principal frein avec lequel j'avais à travailler. Sans connaître ce genre d'environnement-là, c'est tout le temps important d'impliquer le monde à l'intérieur du changement qu'on veut faire, peu importe syndiqué ou pas. Si on veut faire du pouce sur le changement, il faut impliquer des personnes qui vont être dans ce changement-là. Souvent, le monde ne veut pas tant que leurs idées soient retenues, mais ils aimeraient bien que leurs idées soient entendues par contre, puis considérées. Donc, moi, je vous dirais que dans l'environnement mentionné là, dans un environnement syndical, je vois que c'est pas mal le même processus. C'est comment impliquer le monde, puis éduquer le monde autour du changement qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. On répond. Je peux être d'accord avec ce que vous dites, surtout Jean-René. J'ai dû me rappeler qu'à Radio-Canada, c'est un environnement syndiqué. Et puis, en mandat pendant 2 ans, comme moi aussi, j'ai jamais eu de grief. Soit que je faisais mal ma job, ou soit que juste simplement les gens voulaient bien faire. Donc, à la base, c'était ça. Puis il ne faut pas oublier ça. À la base, il y a du monde très dédié dans les entreprises. Il y a du monde qui veulent beaucoup faire de la bonne affaire. Comment aller les chercher? OK, mais merci. Fait qu'on peut, en même temps, vous commencez à répondre à la 4e question. Oui, Olivier? Alors, question suivante. Est-ce que le rôle de Scrum Master ou coach agile nécessite vraiment une job à temps plein? Oui. Oui. Avec ses yeux, hein? Lisez l'aide-mémoire du Scrum Master et puis ça va peut-être répondre à votre question. Je sais pas. C'est tout le temps une question qui arrive, hein, parce que c'est un rôle qui est très soft. Puis en même temps, on ne réalise pas que autant que le Scrum Master est le gardien du cadre Scrum dans l'entreprise, il est aussi là pour aider l'équipe à s'auto-organiser. Quand on parle de Scrum Master, on ne parle pas de secrétaire d'équipe. Il y a des choses plus concrètes que ça qui se passent dans le rôle. Le Scrum Master, quand il a fini sa job au niveau de l'équipe, il y a aussi l'organisation. Tu sais, ça fait partie aussi de ses tâches de porter le changement aussi au niveau organisationnel. Donc ça, si ce n'est pas une job à temps plein, je ne sais pas ce que c'est. Oui, puis dans nos organisations, il y a des chefs d'équipe, il y a une structure en place de coordination, de facilitation des équipes. Est-ce que traditionnellement, peut-être le rôle justement de chef d'équipe ou de manager n'est peut-être pas la posture qu'on veut dans le Scrum Master, mais assurément, le fait de faciliter, d'aider le travail d'équipe, c'est quelque chose qui existe dans les structures. Donc oui, j'ai besoin de chef d'équipe. On peut appeler ça Scrum Master en agile. Mais je n'ai besoin à temps plein. Si l'équipe gagne en maturité qui fait que le même Scrum Master, le même chef d'équipe est capable d'aider 2-3 équipes parce que la maturité est au rendez-vous, tant mieux. Mais je vois souvent le piège de je suis Scrum Master et un autre rôle et souvent c'est l'autre rôle qui va gagner. Donc je suis Scrum Master et développeur, quand ça va mal, je programme. Je suis Scrum Master et chargé de projet, quand ça va pas bien, je donne des ordres. Je suis Scrum Master et architecte. Donc à choisir, j'aime mieux un Scrum Master temps plein sur 3 équipes qu'un demi-Scrum Master sur une seule équipe. Ouais, ça amène un autre point intéressant. Mais une petite question à la salle. Qui est Scrum Master temps plein dans la salle? Levez la main. Pas tant que ça. Bravo. On a quand même sur 2 mains, je dirais. Qui sont les Scrum Masters à, je sais pas comment le dire, à temps partiel? Temps partiel. Il y en a beaucoup. Intéressant. Wow. Intéressant. Okay, il y en a quasiment autant. Merci beaucoup là-dessus. Merci pour vos questions extrêmement pertinentes et pratiques. Fait qu'on passe à l'autre question. C'est quoi les risques et les limites d'une organisation agile? Peut-être Éric? Les risques et les limites? Oui. Oh mon Dieu. Il y en a tellement. C'est certain que un des risques importants d'une organisation agile, où on compte beaucoup sur la transparence. Et la transparence n'est pas toujours bien reçue. Donc, pour pouvoir faire du Inspect and Adapt, l'inspection d'adaptation, pour pouvoir s'améliorer de façon continuelle, on doit exposer les différentes dysfonctions. Et lorsqu'on met en place une approche comme Scrum, le rôle principal de Scrum, c'est d'exposer les dysfonctions de l'organisation. Donc, je fais toujours un peu ça à la blague. Lorsque les clients me disent on a implanté Scrum et puis ça va mal. Je dis, good job, ça veut dire que tu l'as bien fait. Mais évidemment, le backlash, la façon de recevoir ce genre d'informations de façon parfois violente,
empêche l'agilité de prendre ses racines dans l'organisation. Donc, c'est un des risques que je vois régulièrement. Les autres risques et limites? Merci. Un des risques que je vois, moi, souvent, c'est que le système à l'intérieur d'organisation ou à l'intérieur d'équipe où vous essayez de mettre ça en place, le système va se défendre. Le système ne veut pas nécessairement changer. Donc, des fois, il va entendre ce qu'il veut bien entendre à travers le filtre de la culture d'entreprise. Et puis ça, c'est dangereux parce que des fois, on ne comprend pas pourquoi on fait une coupe de pas en avant, 3 pas en arrière, mais des fois, c'est important de le vivre, de reconnaître ça et puis juste de continuer à persister. Mais moi, le fait que le système se défend, c'est très courant que je vois ça. On pourrait parler, je pense, d'un risque aussi qui est largement documenté, donc vouloir faire de l'agile en oubliant de l'être. Puis peut-être tomber, j'en parlais un peu dans ma conférence, là, si on focus des fois trop à vouloir implanter les pratiques en perdant de vue la véritable intention derrière, ça peut être assurément être un piège. L'intention, bon, on l'a mentionné tantôt, là, on parle d'alignement, on parle de vitesse, on parle de qualité, d'efficience. Donc, on est sur des enjeux où l'agilité, pour moi, devient un moyen. Puis peut-être qu'un jour, il y en aura d'autres qui viendront se bonifier. C'est un géant coffre à outils qui grandit d'année en année, d'expérience en expérience. Donc, il y a sans doute un piège là. Peut-être de vouloir aller trop vite, je ne sais pas, dans vos expériences, ça reste difficile. J'ai en tête ce que Scott Ambler nous disait à Québec lundi. Peut-être les organisations, encore une fois, parce que c'est de plus en plus top-down. Donc, tu sais, j'ai passé une grande partie de ma carrière où les managers me disaient que l'agile, c'était un trip d'équipe. Puis, dernièrement, chez mon client, j'ai des développeurs qui m'ont dit que l'agile, c'était un trip de manager. Fait qu'on voit que là, on est top-down, mais qu'une organisation qui veut ça top-down, ben, elle oublie peut-être aussi la pratique de commençons à stabiliser une équipe, commençons sur un premier projet pilote, apprenons de ça. Donc, c'est comme, boum, on veut toute l'agile tout de suite. Et là, il faut juste être prêt à ce que ça va brasser. Voilà. Okay. L'agilité, c'est pas juste une structure, c'est pas juste une façon de travailler, comme tu disais, c'est une culture aussi. Donc, il ne faut pas oublier l'aspect culturel lorsqu'on fait une transition agile ou quand on devient une organisation agile. C'est pas toujours facile de dire au manager je vais changer ta culture. Tu sais, c'est pas la première chose que tu lui dis. Mais il en reste qu'en tant que coach ou Scrum Master, tu sais que derrière ça, il y a des réflexes culturels qu'il faut que tu travailles. Donc, la culture avant la structure. Oui. Je reviens dans ma tête à ce que je voulais penser. Au niveau de... tu me crains, c'est cool. OK, c'est good. Donc, des fois, ce qui arrive aussi dans des entreprises, c'est qu'on a une incompréhension de c'est quoi l'agilité. Puis on a des attentes qui sont démesurées aussi. Je vois ça souvent quand je donne des formations à des gestionnaires. C'est des fois le mythe que j'entends, c'est on va livrer plus vite. Donc, ce qu'on entend dans « on va livrer plus vite », c'est le projet, il prend 6 mois à livrer. Maintenant, vu qu'on travaille en Scrum, on va livrer ça en 3. On ne te livrera pas la même chose en 3. On va t'amener des bouts qui ont plus de valeur en 3. Tu vas commencer à jouer avec en 2, 3 sprints. Mais ça ne veut pas dire que tu auras le projet au complet. Puis des fois, je pense qu'un des plus gros risques, c'est l'incompréhension de l'agilité à haut niveau. Puis comment est-ce que ça peut le piège devient que les attentes sont complètement démesurées envers des équipes qui veulent juste bien faire. Est-ce que c'est toute l'organisation qui doit être agile ou seulement des parties de l'organisation? Nous, pour avoir vécu un cas de transformation dans une banque canadienne, on était une équipe agile dans un contexte d'un programme Waterfall et dans le fond, ça a créé beaucoup de disruption parce que l'équipe agile livrait effectivement, on s'était fait des sprints de mois par exemple, livrait, on était ultra engagés, c'était magnifique, mais le programme, on pourrait dire Waterfall, avait considérait que tout était correct parce qu'on livrait nos bouts. Et ils ont oublié de s'intégrer à notre bout agile. Puis finalement, à la fin du projet, on est tombé dans les mêmes revers de type Waterfall, même si une partie de l'organisation était agile. Donc, dans le fond, ça ne servait pas à grand-chose d'être agile. C'est assurément une cible de vouloir que l'ensemble de l'organisation soit agile. Ceci étant dit, si on veut être réaliste, pour avoir eu beaucoup de clients dans ce mode-là, ça reste viable de dire, bon,
parce qu'on ne peut pas faire pouf, l'organisation est agile. Hein? C'est un chemin, des fois un long chemin pour les organisations. Donc, est-ce qu'on est capable de créer un écosystème pour une équipe, pour un projet? Commencer là. Et souvent, la transformation agile va être, c'est en commençant à en faire. Souvent, la question, puis peut-être une question qui s'en vient, hein, comment qu'on se lance là-dedans? Ouais, on va aller à Olivier avant ça. Il faut commencer à en faire. Fait que des fois, oui, j'aimerais voir toute l'organisation agile. J'utilisais l'analogie aujourd'hui de... le risque, c'est qu'on crée des équipes d'agile super performantes, mais qu'on installe dans l'organisation qui sont étouffées. Donc, quand je regarde les gains globaux, je ne les obtiens pas. Mais c'est une façon de commencer aussi. Donc, si on attend que l'ensemble de l'organisation vienne agile avant de commencer une première initiative agile, on n'en commencera pas d'initiative agile. Okay. Stéphane, puis après ça, Olivier. Tu parlais tantôt au niveau de la transparence aussi dans les équipes, puis être clair sur nos intentions. Souvent, un des défis que je vois, c'est on dit on veut être agile. Pour impliquer l'organisation complète, il faudrait aller chercher le côté business. Mais des fois, le passé n'a pas nécessairement été très réduisant entre des unités d'affaires et des TI. Et puis là, c'est d'avoir le courage aussi de prendre un pas puis de dire, écoutez, là, on sait que la relation a été houleuse, mais on peut-tu commencer sur une autre base? Puis si les organisations ne sont pas prêtes à avoir juste cette conversation-là au départ, ils vont partir en dénaturant la chose assez facilement. Merci beaucoup, messieurs. Et Olivier, de la part de... Anis, donc, comment voyez-vous l'évolution des ressources humaines dans les organisations agiles? Ça, c'est un cas qu'on a regardé sérieusement dans le contexte d'une transformation là, en Europe. On a aussi travaillé avec les ressources humaines pour redéfinir les KPI, les objectifs de performance des PO, par exemple. Remettre l'aspect de la collaboration comme un indicateur important, la satisfaction du client. Donc, il faut redéfinir les fiches de travail basées sur les valeurs agiles et il faut travailler avec les RH pour mettre ça en place. Une des questions fondamentales qu'un département de RH doit se poser, c'est sommes-nous au service du management ou sommes-nous au service des employés? Par rapport aux observations qui sont faites dans plusieurs organisations, c'est souvent la première définition. Il faut parfois remettre ça en question. Comment pouvons-nous reconnaître le fait que nous ne sommes pas nécessairement au service des employés et comment changer cette relation avec les employés? Le département des ressources humaines a assurément, s'il décide de prendre un rôle de leadership dans la transformation agile, a assurément un grand rôle à jouer, que ça n'est que dans des programmes de formation, de montée en compétences. Tu as mentionné de définition de rôle. Tantôt, on parlait, on entend souvent le chargé de projet, s'il devient Scrum Master, il se passe quoi? Autant on parlait de chef d'équipe, de Scrum Master. Si on vient influencer à la définition même des rôles ou dans les attentes, ça veut dire que maintenant, je m'attends que je t'évalue sur le rendement de l'équipe. On amène des comportements attendus de team player, d'être au service d'eux. Donc, si on vient porter les comportements attendus dans les évaluations de rendement, dans les attentes, assurément, les RH doivent vraiment comprendre l'impact humain de la transformation agile, puis doivent être on board, absolument, dans une transformation organisationnelle agile. Moi, au niveau des gens, ce que je vois beaucoup, ce que je considère beaucoup, c'est comment aider des personnes dans des équipes à développer des nouvelles capacités. Souvent, on parle d'un Scrum Master, une des compétences fondamentales, c'est la facilitation. Comment est-ce qu'on l'aide à développer des compétences de facilitation? Comment est-ce qu'on les aide à développer d'autres compétences? Parce que si on veut qu'un changement soit pérenne, ce n'est pas à propos de prendre quelqu'un et le mettre dans un rôle. C'est à propos de l'aider à bâtir la capacité pour soutenir ce rôle-là dans l'organisation, puis aider d'autres personnes à se développer par après. Donc, il y a un volet RH, mais il y a aussi un volet dans les plans de développement individuel que les gestionnaires font avec leurs employés à chaque année. Ils devraient regarder avec leur Scrum Master. Je te donne le micro dans 30 secondes. Donc, c'est ça. Il y a un volet là-dedans dans les plans de développement que les gestionnaires doivent avoir des bonnes conversations avec les employés puis les aider à développer des compétences fondamentales aussi. Peut-être juste un petit point concret un rôle que joue le département de la RH chez mon client présentement, c'est de créer des cellules de co-développement. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le co-développement. Où ça devient intéressant aussi, c'est qu'il y a des espaces de partage
où c'est les RH qui animent, c'est pas le coach agile. Il y a quelque chose, je pense, d'intéressant. Je pense que ça leur crée peut-être des espaces, même un peu de ventilation, mais le co-développement, donc des Scrum Masters ensemble, des PO ensemble, des gestionnaires ensemble, qui grandissent ensemble, qui se partagent des cas. Et ce que ça crée aussi, c'est que là, tranquillement, ça enlève même un peu de pression sur les coachs, parce que là, entre eux, les Scrum Masters s'aident, entre eux, les PO s'aident, ils se créent des relations dans l'organisation. Donc, j'ai trouvé que les RH ont joué un super beau rôle de leadership là, dans ce cas-là. Ça va avec les communautés de pratique aussi, à l'intérieur des organisations, qui est une autre approche en ligne avec ça. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que le département RH pour créer le buzz aussi, créer le grand plan de communication, mettre en place, afficher les valeurs, en tout cas mettre en place la dynamique. C'est extrêmement important, je pense, de mettre en place le plan de comment qu'on va faire pour diffuser l'agilité dans l'entreprise, pour que ça devienne vraiment une initiative d'entreprise. Et ça, dans les départements dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, les RH avaient souvent cette responsabilité. Si vous me permettez, monsieur, est-ce qu'on peut avoir une organisation agile sans que la haute direction soit engagée? Non. Non. OK. Puis c'est ça, encore là, est-ce qu'on peut réussir à organiser le travail de certaines équipes en mode agile sans que la haute direction soit engagée? Assurément. Mais est-ce qu'on peut produire l'organisation agile qu'on décrit depuis tout à l'heure sans les RH, sans le PMO, sans le département d'acquisition, sans l'ensemble des structures de l'organisation? Puis c'est ça qui est intéressant, je vous dirais, de ce temps-ci, c'est que avant, c'était considéré, c'est une affaire de dev, c'est des équipes de dev qui vont travailler en Scrum, puis qui vont mettre des post-it au mur, puis on va les laisser jouer avec leurs post-it. Mais maintenant, ce qu'on réalise, c'est que pour aller maximiser l'efficience de ces groupes d'individus-là qui jouent avec des post-it, j'ai besoin que l'ensemble de mes structures organisationnelles suivent le pas. Donc, on y arrive. As-tu dit PMO? J'ai-tu dit PMO? Donc, c'est quoi les conditions idéales pour avoir une organisation agile? Maintenant qu'on a dit tout ça. Un sponsorship, une vision à haut niveau, une vision portée avec un sponsor fort, qui est capable de travailler sur les valeurs agiles, de l'autonomie, de l'alignement, et aussi investir les budgets au niveau du coaching, de la formation. Je leur ai dit, plan de com, alignement des RH, alignement du PMO. Et on ne passe pas du jour au lendemain à l'agilité. C'est un process. Donc, on en a pour une couple d'années facile. Mais il faut créer cette vision. Il faut avoir un sponsor qui va rester en place au moins quelques années pour supporter l'initiative. Merci. Quoi d'autre? Upper Management Support, c'est sûr que c'est un must. On parlait un peu de sentiment d'urgence tantôt aussi. C'est sûr qu'on est capable d'articuler clairement le pourquoi aux gens. Qu'est-ce qu'il y a pour nous? Qu'est-ce qu'il y a pour vous? C'est vraiment de la gestion de changement 101, dans un endroit où Scrum nous aide aussi. Donc, c'est sûr que si on imagine ce changement-là comme un changement prévisible que je peux amener dans un plan à long terme, c'est pour ça qu'on dit l'idée, c'est commencer à en faire, rendez visible ce qui ne va pas bien, améliorez-vous, puis assurez-vous d'être attaché le plus haut possible dans l'organisation. Donc, pour faire du pouce là-dessus, juste pour apporter l'autre côté de la médaille, oui, bien sûr, le sponsorship à haut niveau. L'autre volet, bien sûr, c'est les compétences techniques pour pouvoir faire du développement itératif incrémental. On le voit régulièrement. Nous, souvent, c'est l'upper management qui nous appelle, mais on a tendance à oublier une des valeurs principales, un des principes principaux de l'agilité, qui est l'excellence technique. Développer en mode itératif incrémental, sans ajuster, sans faire évoluer nos façons de développer du logiciel. Voilà un risque majeur qu'on vit. Ça crée un code spaghetti encore pire qu'on avait dans le passé. Merci. Non? Alors, on peut passer à... Merci beaucoup. On peut passer à Olivier. Oui, une question de l'audience. Oui, bonjour. Donc, c'est ça. J'aimerais savoir que vous me parlez un petit peu de la gestion des priorités entre le PO et le management. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous travaillez comme avec de la gestion de portfolio, des choses comme ça? Avez-vous des outils? Si je regarde chez un de mes clients dans le moment, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'implémenter des différents niveaux de reporting à l'intérieur d'organisation. On a un tiers qui est au niveau plus du management, on a un tiers qui est plus au niveau des managers, puis on a un tiers qui est au niveau des équipes dans le quotidien. Donc, quand on va dans des rencontres où on essaye de faire la gouvernance sur des projets, on a quand même une idée de combien il y a de projets dans l'organisation. C'est-tu le temps d'en promouvoir un autre? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Faut mettre ce genre de choses-là en place si on veut mettre le flow en place. Au niveau de notre deuxième tiers,
c'est plus au niveau des gestionnaires, de la charge dans leurs équipes de travail. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est présent dans leurs équipes? Est-ce que des personnes sont trop chargées? C'est-tu le temps de lancer un autre projet là-dedans? Puis au niveau des équipes, c'est au niveau de leur quotidien, un tableau de Task Board Scrum quotidien, un tableau Kanban très normal. Mais c'est l'ensemble de tout ça. Une fois qu'on est capable d'expliquer aux équipes où est-ce qu'on veut en venir, on tue un petit peu le débat qui est est-ce que je fais ça pour moi ou si je fais ça pour le management? OK. On met un tiers qui est plus clair, qui est au niveau des équipes. Puis après ça, qu'est-ce qui s'applique au management? Le management s'en occupe. OK. Puis au niveau de la priorisation, comment tu deals entre ce que le PO veut prioriser pour un client puis ce que le management veut prioriser pour des objectifs stratégiques? Dans notre cas à nous, c'est encore en construction, ce côté-là. OK. On est encore en train de travailler sur ça. Je suis content qu'on n'est pas tout seul. Il y a des solutions. Il y a les pratiques d'agilité d'entreprise. Par exemple, dans Discipline Agile Delivery, il y a des propositions de portfolio management. Et dans SAFE, il y a aussi des propositions de portfolio management au niveau stratégique. Et la gouvernance entre qu'est-ce qui est au niveau opérationnel PO, les priorités du PO versus les priorités stratégiques, peuvent être alignées, gouvernées au niveau de lorsqu'on prépare un release increment. Tu vois? Et on peut aussi ajouter des métriques de run the bank, change the bank pour suivre justement l'apport entre l'opérationnel PO et le stratégique portfolio. Donc, il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des grands principes qui peuvent être assez faciles à mettre en place. Ce que je trouve intéressant dans ce cas-là, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, la question est comment que mon PO peut être aligné, comment que, opérationnellement le PO est aligné avec la vision stratégique. On n'a plus un problème d'agile, là. Là, on a un problème d'une organisation qui établit des stratégies que ces gens opérationnels n'ont pas la même vision qu'eux. Fait que la beauté, c'est que plus on veut faire de l'agilité organisationnelle, plus on va rendre visibles ces enjeux-là, plus ça va peut-être forcer certaines conversations. Mais on s'est souvent abordé cet aspect-là. Comment en agile je peux faire telle affaire? Pour moi, on n'a plus un problème d'agilité, là. C'est un problème d'alignement organisationnel entre le management et ses opérations. Oui, et en même temps, par contre, l'agilité peut permettre de mieux cerner le problème, de mieux focusser sur qu'est-ce qu'on veut accomplir. Nous sommes une entreprise agile dont le premier principe est de satisfaire le client, customer-centric. Yes. Donc, les initiatives à l'interne que le manager veut faire, comment ça va aider les prochains items du backlog, des user stories ou autres, à être livrés de façon plus efficace, plus rapide? Est-ce que la question, elle a été posée dans l'organisation? Là, je suis en mode coaching. C'est correct. C'est ça ta job, Éric. Okay, mais dans le fond, c'est que c'est difficile de livrer la valeur au client pour un projet si on se rend compte qu'il y a un projet qui pourrait être plus important, si tu veux, pour des raisons stratégiques. Mais tu sais, c'est qu'on continue quand même à avoir des choses à faire pour le client. Mais ça, il faut avoir le courage d'avoir des bonnes conversations en entreprise aussi. Ça, des fois, c'est un problème qu'on sait tous, puis qu'on se met la tête dans le sable, puis qu'on n'en parle pas. Il y a des choses comme ça que, pour moi, c'est des conversations qui n'ont juste pas lieu. OK, merci. Tu pourrais possiblement aller voir une recommandation d'un dénommé Frédéric Laloux qui utilise le Advice Process, que ça peut peut-être donner quelques pistes. Advice Process. Oui, Olivier, pour le temps qui... Avez-vous déjà eu une expérience agile dans une entreprise avec des équipes de nature différente, logiciel, électronique, mécanique? 3 minutes. C'est la fin. Je vous dirais, c'est une des choses qui essaie de nous aider présentement. On catégorise nos équipes en 3 types d'équipes. Donc, j'ai vraiment des équipes projets qui font du Scrum. J'ai des équipes opérationnelles, continuité, qui sont plus Scrum-Ban. Et j'ai des équipes processus, là, au RH, au contrat, donc des équipes qui sont purement Kanban. Donc, assurément, c'est important d'être capable de peut-être voir les divers patterns entre vos divers types d'équipes. Qui est peut-être un piège aussi d'agilité organisationnelle, d'essayer de penser que one size fits all ou une recette agile est applicable à l'ensemble de mes équipes. Donc, c'est important de bien jouer avec les divers outils là, qui sont à notre disposition. Okay, merci. Est-ce qu'on a le temps d'aller rapidement sur comment surmonter les peurs et les résistances à l'agile, à l'organisation, pour amener l'organisation en mode agile? Commencer à pratiquer l'agile le plus rapidement possible. Daily Scrum Meeting, commencer à mettre l'itératif.
Faire de la pratique. Faire un premier succès. C'est peut-être essayer de créer des conditions gagnantes de votre premier projet, donc de créer un écosystème peut-être un peu plus protégé du premier projet, en faire un succès, capitaliser sur ce succès-là, mais oui, il faut se lancer, puis gestion de changement, communication. Oui, et partagez vos histoires. Le storytelling est très important dans une transformation agile. Donc, si vous avez des petits succès, partagez la petite histoire, gardez-la courte, gardez-la positive, gardez-la qui vers une vision vers le futur. Ça permet de dire aux gens de réaliser que, oh, regardons ça va pas si mal que ça de collaborer. Ça va pas si mal que ça d'être transparent puis de s'ajuster en conséquence. Moi, je trouve qu'il y a un volet aussi, c'est de mettre ça dans les mains des équipes. C'est pas juste faire de l'agilité pour faire de l'agilité, mais demander aux équipes, c'est quoi une bonne journée pour vous dans 6 mois? Comment est-ce qu'on pourrait se rendre là? Puis l'agilité peut faire partie de ça ou pas. Potentiellement, oui, mais comment est-ce qu'on va chercher avec les équipes ce qu'eux veulent créer, puis qu'on aligne la vision des équipes avec la vision de l'entreprise. Puis à ce niveau-là, ça passe mieux au niveau management. Puis c'est pas juste à propos de servir les équipes, c'est à propos de donner aux personnes une raison de faire ce qu'ils font. Ce que j'entends souvent, je vous en ai parlé tout à l'heure, ce que j'entends souvent, moi, c'est des équipiers qui viennent me demander, est-ce qu'on fait ça pour nous ou pour le management? Ça me dérange, cette question-là, parce qu'il faut que ce soit pour les équipes et en même temps pour le management. Je dirais aussi qu'il ne faut pas faire une transition agile sans filet. Il faut aussi garder de façon temporaire, s'il faut, ou permanente, les structures traditionnelles qui aident à structurer l'entreprise. Le PMO, c'est un bon exemple. Je connais des transitions agiles où leur premier geste, ça a été de mettre le PMO, de le dissoudre finalement. Et en disant, notre seule valeur, notre seule mesure d'avancement, c'est la production de valeur. À un moment donné, les équipes n'étaient pas capables de prouver qu'ils livraient de la valeur. On a fait une transition trop rapide. Donc, je pense qu'il faut garder un PMO avec des mesures traditionnelles qui permettent de valider que la transition se passe bien. Et peu à peu, lorsqu'on a justement des bons exemples, des succès, on peut peu à peu transformer le PMO en PMO agile. Donc, il ne faut pas faire ça sans filet. Ce que j'entends là de ça, c'est un cas de pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est vraiment ça. Puis ça aussi, c'est peut-être un piège que je vois. C'est que là, OK, tout d'un coup, à cause qu'on veut être agile, tout ce qu'on faisait avant, pas de valeur. Donc, on était donc bien poche avant, puis là, on va donc bien être meilleur. La réalité est probablement plus au milieu de ça. C'est-à-dire qu'il y a assurément des choses que vous faisiez bien dans votre organisation, que vous voulez continuer de faire. On va essayer de rendre visibles celles que vous avez plus de difficultés, celles qui vous freinent à aller vers une organisation agile, donc vers de la collaboration, vers de la vitesse, vers de la valeur. Puis on va apporter des ajustements un par un. Puis il ne faut pas avoir peur d'apprendre en faisant aussi. Le learning by doing est très important parce que des fois, on reste paralysé parce qu'on cherche la solution parfaite. Puis la réalité est qu'il n'y en a pas de solution parfaite. Donc, ce que je propose souvent aux entreprises, c'est quoi la première expérience qu'on pourrait faire, qu'on pourrait apprendre quelque chose et pouvons-nous faire ça? Puis j'ai été voir, je raconte ça juste pour vous faire rire, mais j'ai fait un atelier dans une entreprise au mois de mai l'année dernière, un atelier de gestion de changement. Puis je leur parlais d'expérimentation. Puis, ce qui me sont revenus à un moment donné, c'était non, nous, on ne fait pas des expériences ici parce que nous, on n'a pas le droit à l'échec. Comme, wow, pourquoi vous faites ce que vous faites? Ça n'a pas de sens. C'est une contradiction. OK, bien, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à tout le monde. Effectivement, donc, aller chercher le sponsorship, aligner tout ça. C'est intéressant. N'oubliez pas qu'il y a maintenant une communauté de pratique en organisation agile qui est là, donc vous allez pouvoir continuer là. Donc, merci à tout le monde pour les tweets et merci à nos panélistes pour leur perspective. Merci à toi pour l'animation. Merci.